Et donc, on peut avancer 8e de mon top 10. C'est quelqu'un, 8e des joueurs qui vont devenir stars en 2025. C'est quelqu'un qui l'est déjà. Quelqu'un qui est déjà une star, même plutôt très bonne star, puisque pour moi, c'est quelqu'un qui est top 25, top 30 très facilement en NBA déjà. Mais arrêtons le suspense, c'est Evan Mobley. Voilà, 8e, je prends Evan Mobley. Pourquoi est-ce que j'ai envie de parier sur Mobley ? Même si c'est pas non plus du tout cuit, mais dans quel sens je parle de ça ? C'est que défensivement, c'est déjà un joueur d'élite, assez clairement. Je pense pas que ce soit encore légal d'un Rudy Gobert ou de mecs comme ça, parce que voilà, il y a aussi une raison pour laquelle la défense est élite depuis 2 ans. C'est pas que Mobley. Il y a aussi Jarrett Allen, qui à mon sens est un peu sous-estimé par le grand public parce qu'il est pas sexy. Il y a pas le même côté sexy de la jeunesse et du potentiel qu'avec Mobley. Et puis en plus, je pense qu'il est un peu moins bon en termes de voilà. Mobley, c'est vraiment une licorne défensive, mais bref, ce que je veux dire, c'est que la défense est déjà élite. Et même si c'est pas non plus calibre 10 sur 10, ou c'est peut-être juste entre guillemets 9 sur 10, mais voilà, c'est pas le seul dépositaire de la défense. Par contre, là où il est quand même, on reste un peu sur notre fin, et donc c'est pour ça que je pense qu'il peut s'améliorer parce qu'il a une énorme marge de progression, vous le savez, c'est l'attaque. L'attaque où finalement on est un peu, ça fait 2 ans qu'on stagne entre guillemets un peu par rapport à ça, et c'est vrai que quand il débarque en NBA son année rookie, on a un peu cette idée de ça va être la licorne intérieure, c'est-à-dire licorne défensive mais aussi offensive, avec ce côté de le grand qui protège le panier mais qui en plus peut shooter, qui en plus a du skills, qui a du ballon. Voilà, c'est un peu, pour caricaturer, c'est un peu Anthony Davis. Voilà, c'est Anthony Davis 2.0, hein, avec ce côté de je peux défenseur hors norme mais aussi en attaque plus qu'un simple finisseur. Or, il se trouve que depuis 2 ans, on a justement plutôt affaire à un finisseur. Et c'est ça qui est un peu décevant parce que même, alors, indicateur comme un autre, hein, mais vous prenez un peu son pourcentage de paniers assistés, son plus bas en carrière, c'est son année rookie. C'est-à-dire qu'en 2022, année rookie, il est à 71% de paniers assistés, donc 71% de ses paniers sont créés par autrui et le reste est auto-généré par Mobley, hein, pléonasme. Alors que après ça monte à 78 et 75, donc ça fait un peu le chemin inverse de ce qu'on aurait pu croire, c'est-à-dire que ok, t'es rookie, t'es un peu assisté, mais plus ça va aller, plus tu vas un peu te créer tes propres tirs. On a fait un peu le chemin inverse pour plusieurs raisons qui sont un peu déjà l'arrivée de Mitchell, donc il a pris pas mal de création, il n'y a pas eu besoin de forcer avec la création de Mobley. En plus c'est un top finisher, donc utilisons-le aussi comme ça. Il y a Garland et Mitchell, donc ça fait voilà, il n'y a pas que Mitchell, je veux dire. Mitchell est arrivé, mais il y avait déjà aussi Garland, donc on a déjà pas mal de création. On a aussi de la création de par Caris LeVert, bon, moi je le regrette, mais il y a aussi des créateurs comme ça un peu secondaires qui ont pas mal de ballons. Et puis même lui je trouve est un peu décevant de ce point de vue-là. Le côté jump shot un peu décevant parce qu'il a changé sa mécanique de tir et on n'a pas du tout un jump shot qui est aussi fluide qu'en année 1. Et voilà, clairement aujourd'hui en 2024, intersaison 2024, on peut en discuter quasiment comme d'un non-shooter. J'exagère un peu, mais on a un peu cette idée, alors que souvenez-vous, son année rookie, il y a quand même des promesses de plus, quoi. Il y a des promesses de pick and pop, il y a des promesses de d'un jeu plus complet. Et alors pourquoi est-ce que malgré toutes ces limites qu'on a vues et cette stagnation qu'on a depuis 2 ans, pourquoi j'ai envie de miser sur lui ? Parce que déjà très jeune, parce que aussi, vous le savez, on a eu des flashs de création à plus haut volume en fin d'année passée. Quand Jarrett Allen était blessé, on a vu que finalement quand on force un peu avec lui, c'est pas mal, hein. C'est pas mal la série de playoffs contre Boston ou ce genre de choses comme ça en fin d'année. On a vu que ça peut aller au post-up, ça peut faire du jeu de main à main, un dribble and off dans le périmètre, ça peut créer sur du drive un peu. Voilà, c'est pas parfait. Et je pense pas qu'on aura jamais un chapeau 1. Mais pour prendre un peu l'exemple d'Anthony Davis, on va dire que c'est le plafond haut, Anthony Davis, hein. Mais Davis non plus, c'est pas un chapeau 1 de créateur superstar NBA. Davis, c'est peut-être le chapeau 2, mais c'est pas un initiateur d'attaque à haut volume. C'est un mec qui peut créer et qui, relatif au standard de défenseur d'élite, est une superstar de la création offensive. Ok, mais ça crée moins et moins bien que LeBron, que Doncic, que voilà, ce genre de créateur chapeau 1, on va dire. Mais voilà, c'est un peu ça le rêve. C'est-à-dire que non pas qu'on ait un mec qui puisse être le go-to guy, ça je pense pas. Je pense que ça n'arrivera jamais et c'est pas ça le potentiel. Mais si on pouvait un peu tendre et se rapprocher de ce qu'est Anthony Davis, c'est-à-dire, mine de rien, quand même un mec qui a un certain volume, pas de la création pure, mais qui a quand même un peu de création, qui a quand même 4 ou 5 post-up par match, qui a quand même, qui est pas juste 80% de panier assisté comme actuellement un peu Mobley, ça pourrait être bien, quoi. Et comme dit, on a vu aussi que les promesses de fin de saison étaient pas mal. C'est pas non plus, on a toujours une charpente très très fine, donc ça va pas être je vais aller bully au poste bas, j'ai plein de moves comme ça, mais c'est plutôt un aspect de il y a du dribble qui est pas parfait, mais il y a du dribble, donc le fait qu'il soit grand et long fait que
un peu de dribble plus ses centimètres. On a du drive, un peu de drive. On a aussi au poste bas, il peut passer autour des obstacles et à défaut d'aller à travers, c'est-à-dire que bah ouais, c'était défendu par, alors je sais plus qui c'était en playoff, mais Allerford. Bon ben ok, ça va pas faire coup d'épaule, drop step parfait avec un footwork impeccable, mais c'est tellement grand et tellement long que ça peut un peu passer à travers ou au-dessus, pardon, pas à travers, autour ou au-dessus, pour étendre son bras, passer autour et puis aller chercher un layup. Donc je pense qu'on a déjà vu des flashs qui étaient vraiment pas mal, dans pas mal de spacing, on a vu des flashs pas mal. Et puis troisième raison, au-delà de l'âge et au-delà des flashs qu'on a déjà vus et de l'historique qu'on lui connaît en carrière, il y a aussi le fait que Kenny Atkinson est le nouveau coach des Cavaliers, un coach que moi j'aime beaucoup, un coach offensif notamment, qui a fait de très belles choses du côté de Brooklyn d'un point de vue tactique et schématique, et qui en plus avait réussi à lancer et à relancer pas mal de jeunes côté Brooklyn à l'époque où, vous savez, c'était l'époque où ils avaient plus aucun choix de draft, à l'époque où ils étaient nuls, mais le choix de draft c'était Jalen Brown, c'était Jason Tatum, ces mecs-là, parce que ils avaient plus leur pick, et donc ils avaient été obligés un peu de créer à partir de nulle part, de développer alors des Alan Crabb, des Caris LeVert justement, des Jarrett Allen, des Angelo Russell aussi, ça fait un peu partie de ce projet-là, Spencer Dinwiddie aussi, enfin bref, pas mal de mecs, et en fait c'est un peu le combo de développement de jeunes et en plus l'aspect de coach offensif qui a des très très bons schémas. J'ai envie de miser sur lui, sur le fait que bon, bah ok, même si t'évolues pas, tu resteras pour moi un mec qui est aux portes du top 20 de NBA assez nettement, parce que la défense est à ce point fabuleuse, ok. Mais par contre, j'aimerais bien qu'on aille gratter, non pas 25e, mais plutôt 15e, plutôt 12e, éventuellement, avec un certain volume d'attaque, en fait, hein, avec de la création, avec pas simplement un peu le mec qu'il est actuellement, c'est-à-dire un finisseur. Finisseur en termes de verticalité, finisseur au panier, rebond offensif. C'est un peu, je trouve qu'on a un peu une version pauvre de ce qu'on pourrait avoir avec Mobley. Donc c'est un peu l'objectif, et donc si on doit un peu jouer au jeu de la projection, vu que je mise sur lui pour être une star, on va dire que Evan Mobley, je vais miser sur un truc du genre, actuellement il est à 20% d'usage, de volume de responsabilité, c'est très très peu. Allez, 24, 25, un truc comme ça. Et puis surtout, le chiffre clé au-delà de l'usage, ça va être aussi le pourcentage de paniers assistés. J'aimerais bien que ce pourcentage... Ah non, pardon, je dis n'importe quoi. Il n'était pas à 71 l'année rookie, il était à 67. Il n'était pas à 75, 78 l'année 2 et 3, il était à 75, 74. Enfin bref, j'ai un peu décalé, mais on va dire que j'aimerais bien qu'on soit à 24% d'usage, un volume de... Allez, on va dire deuxième option d'équipe, petite deuxième ou grosse troisième, ok. Et de l'autre côté, le chiffre clé, ça va être, allez, en dessous des 70% de paniers assistés, voire même si on pouvait les gratter autour des 65, bah ce serait quand même pas mal. Hein. 65% de paniers assistés, plutôt que actuellement 75, voilà. C'est-à-dire que se rapprocher des 1 sur 2, ou alors 2 tiers de paniers assistés, plutôt que là actuellement, on est aux 3 quarts. Voilà, donc un peu ce genre de projection, et puis aussi un chiffre qui pourrait être intéressant, pardon. Est-ce qu'on pourrait pas un peu gratter à 2, 3, 4 par match en termes de post-up plus isolation en moyenne. Donc voilà pour Mobley, mon 8e joueur de ce top